Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Marseille en grand. Avec ce plan, Emmanuel Macron s'était engagé en 2021 à soutenir la deuxième ville de France et aussi l'une des plus pauvres, développant une enveloppe, un plan ambitieux de 5 milliards d'euros. 2 ans plus tard, le chef de l'État est de retour à Marseille et détaillera pendant 3 jours le deuxième volet de son plan. Cette visite d'une durée inédite envoie un signal aux Français. La période dite des 100 jours est terminée. Le chef de l'État repart au contact de la population et développe des moyens pour aider les territoires. Pour évoquer Marseille, la représentation de cette ville, j'ai presque envie de dire en matière d'histoire des représentations, comment Marseille est devenue en quelque sorte le reflet des mots français. Nous sommes en compagnie de Béatrice Gibelin. Bonjour Béatrice Gibelin, vous êtes géographe, géopolitologue française. Vous avez fondé et dirigé l'Institut français de géopolitique. Et puis nous sommes en duplex avec Philippe Pujol. Bonjour. Bonjour. Philippe Pujol, vous êtes journaliste, écrivain, lauréat du prix Albert Londres pour une série d'articles intitulés Quartiers chiites sur les quartiers nord de Marseille. Peut-être la première question qu'il faudrait se poser est justement les différentes étapes de la transformation de Marseille en une sorte de ville symbole. Vous avez particulièrement suivi ça, Philippe Pujol. Votre regard sur les représentations, peut-être le mythe de Marseille? Marseille, oui, c'est un mythe. Au sein de la France, c'est la représentation de toutes les problématiques françaises. C'est-à-dire que souvent on dit Marseille, c'est pas la France. Pour moi, c'est l'inverse. Marseille, c'est une concentration de toute la France, avec toutes les problématiques qui y sont, notamment, par exemple, celle des banlieues. Mais à Marseille, c'est pas les banlieues, c'est les quartiers populaires. C'est les quartiers nord, vous dites souvent. Moi, je pense pas en termes de quartier nord, quartier sud, mais les quartiers nord sont les quartiers de leur relégation qui sont dans la ville. Donc on a toutes les problématiques que l'on peut avoir ailleurs, on les a à Marseille. Et évidemment, dans l'histoire, ça s'est installé au tournant des années 70. Question donc de pauvreté, question d'insécurité, question de trafic. Est-ce que ces différents mots vous paraissent effectivement être justement présents à Marseille, ou bien est-ce que l'on noircit le tableau lorsqu'on est au nord? Non, c'est incontestable. Il y a quand même une ville profondément pauvre, avec un tiers de la population sous le seuil de pauvreté. Et le reste, la moitié de la population est pauvre, donc c'est quand même important. La violence existe, on le voit, mais c'est une violence qui est liée à des règlements de compte, à du banditisme, à des assassinats sur fond de trafic de stupéfiants. Après, est-ce que la violence, en termes d'agression au quotidien, est plus forte qu'ailleurs? Non, sûrement pas. Est-ce que c'est une ville qui n'est que violente? Non, évidemment. Mais on ne peut pas occulter quand même pauvreté et violence. Ça, c'est impossible. Béatrice Gibelin, Marseille a une longue histoire, mais dans cette longue histoire, justement, il y a des étapes, alors sans remonter à l'Antiquité romaine, on peut dire qu'effectivement, la ville a eu un rôle central pendant l'époque coloniale et qu'ensuite, la décolonisation a transformé Marseille. À l'époque coloniale, tout le trafic avec l'Algérie passe par Marseille. Les activités industrielles de Marseille, huileries, savonneries, pâtes, industrie alimentaire, sont liées effectivement pour l'essentiel dans les relations commerciales avec l'Algérie essentiellement. Donc la situation post-coloniale a été particulièrement marquée à Marseille, non seulement avec l'arrivée des massifs des Pieds Noirs qui se sont installés nombreux sur le littoral méditerranéen, mais pas que, en région parisienne et y compris aussi dans le nord de la France, mais aussi avec une arrivée d'une immigration maghrébine qui était déjà bien antérieure à effectivement la décolonisation, mais qui s'est accélérée avec la décolonisation. Et si on a ce phénomène de ce qu'on appelle les quartiers nord, c'est-à-dire la construction de cités, c'est-à-dire de nombreux logements construits dans un temps très court. C'est ça une des caractéristiques de l'histoire du logement en France. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas construit de logements entre, on va dire, la guerre 14 et les années 50. Pourquoi ? Parce que la guerre 14 a été une saignée démographique terrible, parce qu'on a bloqué les loyers, parce que les hommes étaient au front et les femmes, il fallait bien qu'elles assurent. Et ce blocage des loyers, on l'a maintenu
entre les deux guerres. Et donc, les propriétaires n'ont plus construit pour le loyer, pour avoir des locataires. Et il n'y avait pas vraiment de demande. Seul en 1936, on commence, avec le Front populaire, à reconstruire. Mais c'était un tel problème qu'on avait perdu le savoir-faire. Vous savez, ces fameux maçons qui venaient du Massif central, du Limousin, pour faire ces murs de meulière impeccablement droits. Et c'était pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Donc, on n'avait plus ce savoir-faire-là. Début du baby-boom, arrivée des pieds noirs qui arrivent, plus une main-d'œuvre qu'on appelle, parce que c'est le début des 30 Glorieuses, il faut construire. Et on a construit de façon industrielle. Alors, ça a été une réussite, parce qu'on a réussi à loger beaucoup de gens. Mais ces logements, en 40 ans après, ne correspondaient plus du tout. Donc, c'est un phénomène qu'il faut bien comprendre. Pourquoi on a ces cités-là? Non seulement à Marseille, mais on va les retrouver, région parisienne, Lyon ou autre. C'est une spécificité française, et j'insiste là-dessus. Donc, on a eu constitution de ce qu'on a appelé des ghettos. C'est beaucoup plus compliqué que l'image seulement du ghetto, mais ça fait des phénomènes de concentration de populations à faible revenu, la pauvreté dont parlait Philippe Pujol, et aussi de constitution d'immigration, qu'elle soit comorienne, maghrébine, subsaharienne ou autre, avec un phénomène de rejet, évidemment. En plus, à Marseille, ce qui a été dit, la banlieue est dans la ville, c'est une immense commune, à la différence de beaucoup de communes françaises. Avec une spécificité, Philippe Pujol, parce que l'habitat à Marseille, on le connaît bien, j'ai presque envie de dire, hélas, puisqu'il y a eu le drame de la rue d'Aubagne, qui est lié donc à une paupérisation des immeubles, des travaux auraient dû être faits, ils n'ont pas été faits, parce que on le sait peu, mais Marseille est une ville en majorité constituée de propriétaires souvent pauvres, parce que le foncier y a été bon marché pendant très longtemps, et c'est ce qui explique cette situation, n'est-ce pas? Ah oui, Marseille est une ville où il y a le plus de maisons individuelles, et c'est en centaines de milliers. Hein. Donc, il faut pouvoir entretenir ça, et la plupart des gens ne peuvent pas. Et donc, ça se paupérise. Comme en plus l'action publique n'allait pas dans ce sens jusqu'à quelques années, eh bien, la détérioration a été accélérée. Avec une construction en plus de mauvaise qualité dès le début, vite fait, mal fait, toujours. Donc, le logement, c'est un des symptômes de l'impossibilité qu'a cette ville, pour le moment, à se développer. Est-ce que vous avez vu les choses changer? Dans quel sens, d'ailleurs, Philippe Pujol, à cet égard? Alors, sur le logement, il y a quand même, depuis le drame de la rue d'Aubagne, donc depuis 2018, une prise de conscience réelle du drame, c'est-à-dire qu'il y a 40 000 logements insalubres ou en péril à Marseille, 40 000, c'est une ville entière. Il y a à peu près 20 000 immeubles, c'est-à-dire que c'est bien plus qu'après un bombardement. Marseille est dans un état plus déplorable qu'après un bombardement. Donc il y a eu cette prise de conscience. Et après, maintenant, il y a des affrontements entre les promoteurs d'un côté, ou en tout cas une partie des promoteurs qui lâchent rien, qui veulent continuer à faire du business et beaucoup d'argent, comme c'était le cas jusque-là à Marseille, et des politiques qui, eux, sont poussés par la population pour améliorer les choses. Donc il y a des affrontements, ça se passe un peu difficilement, mais en attendant, il y a quelques améliorations, notamment sur le sujet des écoles, où on commence à avoir des investissements dans la rénovation des écoles primaires, qui étaient vraiment dévastées. Ce n'est pas une manière de parler, c'est vraiment dans un état impossible. Et l'autre point sur lequel Marseille est souvent évoqué dans l'actualité, presque d'ailleurs de manière quotidienne, c'est l'insécurité liée au trafic de drogue avec les règlements de compte. Comment les expliquer, Philippe Pujol, puisque vous avez particulièrement travaillé là-dessus avec cette série d'articles qui vous a valu le prix Albert Londres consacré au trafic de cannabis à Marseille? Déjà, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Les règlements de compte, évidemment, il y en a ailleurs, notamment en région parisienne. Mais par contre, ces règlements de compte et Marseille sont deux mots qui sont liés. On peut rajouter le mot Kalachnikov et on a le trio, quoi. Mais en fait, Marseille, c'est la soupape de sécurité des questions d'insécurité en France. C'est-à-dire que c'est un endroit où on a le droit d'en parler, la population l'accepte. Elle râle un peu, mais elle laisse faire. Et puis quand on parle banditisme, il y a même un peu de fierté, du genre, nous, il y a des bandits chez nous. Ce qui veut dire que politiquement parlant et médiatiquement parlant, c'est une ville
où on a le droit de s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Puis après, les règlements de compte, ça n'est l'indicateur que d'une chose, de la concurrence. Si ça s'entretue en ce moment, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Ça ne veut pas dire que le banditisme est plus gros que par le passé. Ça veut juste dire qu'il se dispute la part de gâteau qui est en place, qui n'est pas si grosse que ça. C'est ça, grosse, est-ce que le gâteau diminue? Parce que c'est parfois ça aussi, l'exacerbation de la concurrence. Non, il se déplace, c'est-à-dire que là, il y a de plus en plus de consommateurs. D'ailleurs, il faut se poser la question pourquoi. Il ne faut pas tout de suite les pointer du doigt. Et il y a de plus en plus de consommateurs, donc de plus en plus de demandes. En même temps, il y a plus d'offres parce que la cocaïne, à Marseille, comme partout dans le monde, s'est démocratisée parce que les prix ont chuté. Donc, ça fait que le gâteau est plus gros. Mais ce gâteau, dans ce milieu-là, le milieu du banditisme, c'est pas un milieu partageur. C'est donc a été mis en place un système qui fait que les jeunes des quartiers populaires, on leur a délégué le sale boulot, la vente au détail. Et donc, ils s'entretuent pour pas grand-chose, ceux-là. Cependant, il y a quand même beaucoup d'argent pour ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont dans d'autres pays, l'Algérie, l'Angleterre, il y en a en Angleterre, il y en a au Gabon, il y en a en Espagne, il y en a à Dubaï. Enfin bref, il y a beaucoup de pays où des patrons se sont recroquevillés pour pouvoir faire de l'argent. Donc, il y a beaucoup de concurrence parce qu'on a ubérisé les trafics. Ça s'est fait au tournant des années 2010 et ça s'est accentué avec le confinement en 2019. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça tire. Mais ça tire. Ce qui fait qu'on s'entretue aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est pas de la stratégie comme par le passé où on tuait le camp adverse, c'est la peur. C'est principalement l'émotion qui aujourd'hui régit les règlements de compte, très peu la stratégie. C'est-à-dire, quelle distinction faites-vous? Dans les années 80, quand il y a Zampa qui se bagarre contre le Belge et contre Humbert, eux, ils vont tuer le lieutenant de l'un pour pouvoir avoir tel marché, etc. Il y a des stratégies mises en place. Aujourd'hui, on est très endetté et on se dit, je vais vite zigouiller le gars à qui je dois 100 000 euros parce que sinon, il va lui-même me zigouiller. Et on apprend qu'il va y avoir un contrat sur la tête de son frère. Donc on va vite essayer d'exécuter le contrat contre l'assassin avant que le frère disparaisse, etc. On est plus aujourd'hui dans une réaction instantanée par rapport à la crainte, à la peur. Et le ciment de tout ça, le ciment des réseaux aujourd'hui, c'est l'endettement. On endette les gens pour qu'ils ne coûtent pas d'argent. Mais alors, Philippe Pujol, est-ce que ça se fait dans un climat, pour utiliser un terme que le chef de l'État a employé, est-ce que ça se fait dans un climat de décivilisation ou bien est-ce que ça se fait dans un climat d'impunité, puisque on a l'impression que la vie humaine a perdu en partie sa valeur dans ces règlements de compte? Comment vous l'expliquez? Ça, c'est de la mythologie, tout ça. C'est-à-dire que le banditisme a toujours été violent, amoral, c'est le principe même du banditisme. Donc la compétence violente chez les voyous, elle date des voyous, de l'âge des voyous. Je pense que déjà, à l'époque de l'Antiquité, c'était déjà le cas. Donc il n'y a pas de violence plus forte aujourd'hui que par le passé. Un salopard est un salopard, c'est tout. Et donc il n'y a pas de décivilisation, ça n'a aucun sens. Au contraire, ils sont totalement dans leur époque. Grosse société de consommation, ils parlent par les réseaux sociaux, ils mangent que dans des snacks, ils sont très dans la culture moderne, au contraire. Ils ne sont pas dans une décivilisation. Ça, on dit ça pour essayer de faire porter le problème ailleurs. Et ensuite, voilà, c'est totalement une question de société. Pourquoi il y a des consommateurs? Il y a deux raisons à ça, parce que ça, on fuit cette question, et c'est la question principale. Il y a des consommateurs, parce qu'on a une époque où il y a à la fois un besoin d'anxiolytique, une société qui est compliquée, qui est anxiogène, dans une ville. Alors Marseille, voilà, c'est encore plus compliqué, il n'y a pas de transport en commun, il y a très peu de travail, donc c'est extrêmement anxiogène. Donc beaucoup de consommation de cannabis. Il y a assez peu de consommation d'alcool à Marseille, mais alors le cannabis, c'est exceptionnel. Et en même temps, une société qui demande de la performance. Et donc, il y a aussi une grosse partie de la population, enfin en tout cas de consommateurs, qui consomment de la cocaïne pour la performance. Et très très peu dans tout ça de consommation festive. Donc quand on pointe du doigt le consommateur en disant c'est lui qui est responsable des trafics, non. C'est une société qui est responsable de la consommation. Et on pourra
tant qu'on veut sanctionner les consommateurs, ça ne changera pas grand-chose, voire même c'est pas très honnête, quoi, je trouve. Pourquoi pas très honnête? Parce que s'il y a des consommateurs, c'est bien parce qu'on est dans une situation sociale qui pousse à la consommation ou qui fait que la consommation est le seul problème. C'est-à-dire ils picolent moins, ils n'arrivent pas tous à obtenir des anxiolytiques parce qu'ils ne font pas tous faire des ordonnances, ils n'ont même pas tous des médecins. Et donc, il y a une forte consommation de cannabis, elle est considérable. Et elle est principalement issue des quartiers populaires, la consommation. C'est-à-dire qu'il y a un mythe qui dit les quartiers riches vont acheter chez les pauvres. Oui. C'est pas vrai ça. Et les riches, ils ont leur propre réseau de cocaïne, ils n'ont pas besoin des pauvres. Ils ont déjà des réseaux très performants qui vendent à domicile et c'est des voyous de ces quartiers-là qui vendent. Voilà, après la voyoucratie, elle n'a pas évolué, elle a évolué dans sa organisation, mais pas dans son mode de fonctionnement. La violence est la première des compétences et ensuite c'est le réseau, c'est-à-dire l'interconnaissance. Et ça n'a pas changé. Donc il n'y a pas de question de civilisation ou quoi que ce soit. D'accord. Le fait qu'aujourd'hui ce soit des Maghrébins dans les cités, ça ne change rien. Avant c'était des Italiens et demain ça sera encore une autre population. Hein. Donc il n'y a pas de lien entre l'origine ethnique et le type de banditisme qu'on a maintenant. Il y a juste un lien entre la situation sociale et le type de banditisme. Et le fait qu'Emmanuel Macron soit là, donc soit aujourd'hui à Marseille pour 3 jours, avec un certain nombre d'annonces, cela permet donc de mettre l'accent sur différentes problématiques qui se retrouvent un peu partout sur le territoire national, mais qui seraient exacerbées à Marseille. Et peut-être cela permet aussi de dessiner une autre géographie de la France, et puisque le Sud a beaucoup attiré, avec une propension des Français à aller vers le soleil. Où en est le territoire et les différents équilibres? On en parle dans quelques instants. Nous sommes en compagnie du journaliste Philippe Pujol. Il a obtenu le prix Albert Londres pour sa série d'articles consacrés au trafic de cannabis à Marseille, et la géographe Béatrice Gibelin. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Oui, mon camarade Jean Lémarie vient de le rappeler. Emmanuel Macron, le président, est en visite dans la cité phocéenne depuis hier jusqu'au 28 juin. Il a notamment évoqué les maux dont souffrirait Marseille, l'insécurité, le logement, la pauvreté et donc le chômage. Nous sommes en compagnie de Béatrice Gibelin. Vous êtes géographe. Philippe Pujol, vous êtes journaliste. Alors, est-ce que vous avez fait le tour du Vieux-Port récemment? Est-ce que vous avez compté les offres d'emploi qui y sont proposées, Philippe Pujol? Non, quand je fais le tour du Vieux-Port, c'est pas pour chercher du boulot pour les autres, c'est pour la promenade, c'est quand même chouette le tour du Vieux-Port. Mais le vrai problème, c'est pas savoir si on va trouver 10 emplois de serveurs mal payés autour du Vieux-Port, ou si un restaurateur cherche un super cuistot et qu'il ne trouve pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on veut de l'emploi à Marseille, et il en faut beaucoup, c'est quand même un immense souci, il faut penser à penser de l'emploi massif, pas de la bricole, pas des livreurs enfin pas juste des emplois qui sont là pour faire baisser les chiffres du chômage, mais qui ne sont pas une réalité sociale. Il faudrait revenir à soit une industrialisation, il y en a qui défendent ça, soit à des pourvoyeurs d'emplois importants. On pense notamment à l'industrie du cinéma. Et aujourd'hui, c'est beaucoup dans les chiffres. Voilà, si on parle du cinéma, il y a beaucoup de tournages faits à Marseille, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois pour les gens du bassin marseillais? Non, pas particulièrement. C'est plutôt sur ces choses-là qu'il faut travailler. Et là, l'État, avec les institutions marseillaises, locales, devrait travailler un peu plus dessus. Mais bon, ça se fait très mollement, ça. Béatrice Gibelin, une réaction? La provocation, c'est une façon de travailler pour Macron, incontestablement. Et il sait aussi qu'il a un électorat qui est très sensible à l'idée qu'on peut aller travailler si on a le courage d'aller travailler. C'est son électorat, sa réserve de droite, si vous voulez. Et il sait bien que c'est par là qu'il va attirer et remonter dans les sondages. Donc, je pense que cette provocation est tout à fait lucide. Bon, il y a beaucoup de secteurs en tension, Béatrice Gibelin. Oui, il n'y a pas
il y a des secteurs en tension, mais c'est pas La une forcément... des Échos, par exemple, sur le secteur bancaire Oui, aujourd'hui. bien sûr, mais c'est des secteurs où soit effectivement, comme ça a été rappelé par les maris, c'est des gens qui doivent avoir une certaine compétence et qu'on ne trouve pas forcément et qu'il faut former et ça demande du temps. Soit c'est des emplois qui n'attirent pas parce qu'ils ont des horaires difficiles, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas valorisants, pour des tas de raisons. L'ajustement entre effectivement l'offre d'emploi et la demande d'emploi, elle est difficile à se faire. C'est absolument incontestable. Mais il est incontestable aussi que le chômage a baissé. Il a aussi baissé chez les jeunes. Puis il y a quand même quelque chose qui est important, je crois, à dire. Ça ne suffit pas, mais c'est important. C'est l'apprentissage qui a pris des proportions extrêmement importantes. Et puis l'autre transformation de Marseille, Philippe Pujol, parce qu'il ne faudrait malgré tout pas voir uniquement les maux de la cité phocéenne, l'autre transformation de Marseille, c'est sa transformation dans les imaginaires positifs avec l'attrait de la ville, du soleil, un rêve pour les Parisiens, le TGV. Ça, vous l'avez vécu aussi, Philippe Pujol. Bien sûr, en fait, c'est une ville qui est belle et agréable depuis toujours. Et avec l'arrivée du TGV, bon, on connaît l'histoire, hein, à peu près aux alentours de 98-2001, on va avoir un nouvel attrait pour Marseille qui va se faire progressivement, qui va être à son sommet en 2013 avec la capitale de la culture. Et ensuite, quand il y a eu 2020 avec le confinement, où là, ça s'est accéléré encore. Maintenant, il faut relativiser ça. C'est évidemment, il y a une arrivée, comme on dit, des Parisiens. On appelle Parisien tout ce qui n'est pas Marseillais, c'est-à-dire qu'un Nantais, un Bordelais, un Strasbourgeois est un Parisien. On a surtout des gens qui viennent des grandes capitales européennes, qui sont partis de toutes les villes standardisées d'Europe. Ils en ont marre de Barcelone, ils en ont marre de Berlin, ils veulent pas s'entasser à Paris, donc ils vont chercher une ville qui est hors standard, avec une manière de vivre, une manière de fonctionner qui est différente. La grande force de Marseille, et j'ai même envie de dire la toute-puissance de Marseille par rapport aux autres villes, c'est pas ses paysages, c'est pas sa qualité de vie, c'est la capacité qu'ont les gens à discuter entre eux. C'est-à-dire que c'est l'une des rares villes qui reste où tu peux parler avec n'importe qui, n'importe quand, sur n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui est rarissime, ça n'existe plus ailleurs. D'ailleurs, ça perturbe même quand on vient à Marseille, parce qu'on se dit, mince, mais pourquoi il me parle? Mais en fait, c'est absolument génial, parce que le lien social existe toujours, sans tablette, sans écran, sans réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui, pour certains, est presque émouvant. Et c'est ce qui fait rester. Après, il y a tous les problèmes qui vont avec cette ville aussi, mais la plus grande force de Marseille, c'est ses habitants. Et c'est pour ça que les gens viennent. Et bon, après, ça provoque deux phénomènes importants, hein. Le premier phénomène, c'est celui de la gentrification, mais qui est que sur certains quartiers, et qui est pour le moment relativement raisonnable, je dirais. Après, les gens de ces quartiers-là, les habitants, ont raison de résister. Je trouve qu'ils ont raison de le faire. Mais Marseille est plus en voie de paupérisation que de gentrification à l'échelle de la ville. Et ensuite, il y a l'illusion de gentrification, elle se fait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Airbnb à Marseille, puisque c'est une ville instagrammable. Donc comme elle est instagrammable, eh bien, on vient. On vient pour aller là où on a vu la photo, super, de ci, de là. Et donc, ça aussi, ça donne une illusion de gentrification, mais il faut savoir que les gens qui investissent dans tous les commerces dits à bobo, enfin qui sont à touristes en fait, à touristes Airbnb, ben, ces gens-là dans les commerces ou dans le Airbnb, c'est principalement une petite bourgeoisie locale qui a cessé d'investir à Aix et dans le 8e arrondissement, qui s'est mis, le 8e c'est un arrondissement riche de Marseille, et qui s'est mis à revenir au centre-ville qui est historiquement pauvre. Donc il y a un peu une illusion de l'arrivée massive des Parisiens qui n'est pas si massive que ça, parce que les Parisiens, quand ils restent ici et qu'ils commencent à avoir des enfants et que c'est compliqué de les mettre à l'école et quand il faut se déplacer, c'est l'enfer, et que l'hiver, on t'avait promis qu'il ferait beau alors qu'il y a un Mistral froid sans arrêt et que tu n'as pas de piscine, tu ne peux pas aller nager, enfin bref, que les galères arrivent, ben, ils ne restent pas. La plupart du temps, les gens ne restent pas. Ils font du 2, 3, 4 ans ici. Et après, ils disent c'était bien, mais c'est dommage, c'est une ville compliquée. Et oui, il faut accepter le côté compliqué de cette ville pour y vivre, quoi. Justement, Béatrice Gibelin, alors cette nouvelle géographie française, puisqu'on a parlé d'héliotropisme pour la France, autrement dit d'un attrait donc du soleil qui a modifié les équilibres pour certaines villes comme Marseille, on aurait pu citer aussi Montpellier. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, géographe ?
Surtout qu'avec le réchauffement climatique, il est possible qu'on voit dans quelque temps le phénomène inverse. C'est-à-dire que quand il fera 35, 40, qu'on aura des grosses canicules, peut-être qu'il se passera autre chose. Il paraît que c'est déjà le cas en Bretagne, où Et la oui. pluie est supportée, mais d'ailleurs il pleut peu d'ailleurs. Il pleut peu, En fait. effectivement, et peut-être même de moins en moins. Non, on a un changement dans la géographie française, mais tout dépend à quel niveau on le regarde. Bon, on a toujours des zones qui restent des zones assez répulsives dont on part. C'est le nord de la France, c'est une partie du Grand Est, au bénéfice de quoi? Effectivement, au sud de la Loire, c'est vrai, mais aussi tout l'ouest. Le littoral, vous avez cité la Bretagne à très juste titre, mais toute la Nouvelle-Aquitaine, tout au moins la bordure littorale, qui, elle, attire le Pays basque. Bon. Donc on a effectivement, y compris dans ce qu'on appelle la campagne, on a aujourd'hui des tas de communes qui sont en croissance démographique, faible bien sûr, mais ce phénomène de l'exode rural qui a vidé les campagnes, il est aujourd'hui stabilisé, voire peut-être même avec une certaine reprise, tout au moins dans ce qui est l'arrière de zones attractives. Voilà. Parce qu'il y a une caractéristique qui reste vraie dans le cadre de la France, c'est la très grande différence de densité de population. Moi, je dis souvent, la France est un pays pas assez peuplé. C'est-à-dire qu'on a la diagonale du vide. Ce qu'on appelle la diagonale du vide, qui va en fait d'une partie du Massif central jusqu'aux Ardennes, si vous voulez. Bon. Mais à l'intérieur même des zones densément peuplées, on a aussi des zones qui sont très faiblement peuplées. Dans l'ordre, vous avez les agglomérations, le périurbain qui est à peu près à 75 habitants au kilomètre carré, puis vous avez ce qui est un peu plus loin, qui peut aller évidemment autour de 30, voire même à moins de 10 habitants au kilomètre carré. Alors il est bien évident que au pays de l'égalité, où tous les services doivent être offerts à l'ensemble des Français, on se rend bien compte que ça pose un certain nombre de problèmes à régler. Donc, on a dit, mais les métropoles absorbent tout. Ce qui est assez vrai, la métropole absorbe les activités économiques, culturelles, tous les services, et au fond, on est obligé, parce que le foncier est très cher, d'aller habiter à 20, 30 kilomètres, et puis parce qu'on aime la maison avec son jardin autour. C'est un appel, enfin, c'est vraiment un désir fort des Français d'habiter de cette façon-là. Donc on a une nouvelle géographie qui a été liée d'ailleurs au développement des transports automobiles. Parce que pourquoi on a du transport automobile? Parce qu'il n'est pas facile de faire du transport en commun sur des densités qui sont assez faibles. Je veux dire, on veut tout et son contraire quand même en même temps. Hein. On veut avoir tous les services, mais on veut avoir la campagne, on veut avoir de l'espace et pas avoir trop de monde autour de soi pour profiter soi-disant de la nature. Donc c'est compliqué de gérer tout ça. Et à l'intérieur même des métropoles, ce n'est pas, ça a été dit par Philippe Pujol pour Marseille, au cœur même de la seconde ville de France, la pauvreté est très présente. Métropole ne veut pas dire niveau de vie élevé, tout est facile, c'est pas vrai. Le phénomène de todification d'un certain nombre de centres-villes est important. Alors ça justement, ça fait partie des chantiers prioritaire d'Emmanuel Macron. On l'a évoqué avec le drame de la rue d'Aubagne. Est-ce que les choses évoluent à cet égard, Philippe Pujol? Alors, les choses évoluent, oui. Bon, alors là, on est dans un travail qui va prendre plusieurs décennies. Hein. C'est, je vous ai dit, à peu près 20 000 immeubles à refaire. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Donc, ça évolue. Le problème, c'est que au-delà des façades d'accords qui irait vers une rénovation collective, la réalité, c'est qu'il y a des enjeux d'intérêt, enfin, il y a des conflits d'intérêts forts entre les différents partis. Les parties prenantes de la rénovation ont des intérêts différents. Donc il y a le BTP, l'immobilier d'un côté, il y a une partie, le monde politique côté région, département, puis après il y a le printemps marseillais qui est la gauche marseillaise qui s'est unie un petit peu avant qu'il y ait l'union des gauches pour le présidentiel. Ça s'est fait à Marseille un peu avant. Et ces gens-là n'ont pas tous les mêmes intérêts. Donc, est-ce qu'il y a de l'argent injecté? Oui, pas assez, très très loin d'être assez, mais il y en a quand même un peu. Et ensuite, il manque une gouvernance claire pour le moment.
Et il n'y a que sur les écoles qu'il y a eu un consensus. Il n'y a que sur les écoles qu'on arrive à peu près à avancer parce que là, on mesure à quel point. On ne parle Mhm. pas simplement de bâti et de dur, mais des gamins qui grandissent, qui vont à l'école dans des conditions dramatiques de Oui. quart-monde. On ne peut pas espérer derrière les amener à être de bons citoyens bien sages. Ce n'est pas possible. Donc, un chantier Donc aussi là-dessus, sur l'école, effectivement, comme vous le rappelez, Philippe Pujol. Et Béatrice Gibelin, et l'autre sensation, lorsqu'on a découvert notamment ces images dans les écoles marseillaises il y a quelques années, c'est l'idée qu'il y a aussi en France de profondes inégalités territoriales, qu'il y a eu effectivement des choses qu'on a laissé faire. Ah bah, c'est l'immense responsabilité de la gestion de la municipalité de Marseille par Gaudin et peut-être même avant déjà par Defer. Les communes relèvent effectivement les Les écoles écoles. élémentaires relèvent des municipalités. Les collèges relèvent des départements, les lycées relèvent des régions. Donc c'est effectivement un sous-investissement qu'on peut dire scandaleux de la part de la municipalité marseillaise, réélue très régulièrement, sans doute à l'aide d'un clientélisme efficace, qui a maintenu cette situation de façon absolument inacceptable. Et là, pour l'instant, parce que c'est pas la première fois que Donc, les... alors, dans votre représentation des choses, l'État s'en tire à bon compte. Il n'y a pas de responsabilité du pouvoir Ah central, bah, si sur, je... sur l'état des écoles proprement dites, c'est de la responsabilité des communes. On est constamment, à mon sens, dans une contradiction entre les communes, les maires qui réclament de l'autonomie, laissez-nous faire, nous connaissons le local, on peut nous intervenir, vous à Paris, vous êtes trop loin, vous comprenez rien de ce qui se passe, laissez-nous faire. Et puis d'un autre côté, ça ne va pas bien, mais que fait l'État? Mais l'État devrait intervenir. Donc c'est que sans arrêt comme ça. J'ai un de mes amis qui parle des Jacondins, c'est-à-dire on est Girondins à Paris et on est Jacobins pour les besoins en province. Donc c'est pas que l'État s'en tirera beaucoup compte, c'est pas la première fois que l'État vient au secours de Marseille. Il est déjà venu une fois. C'est quand même l'argent de l'ensemble des contribuables français qui vont aider au plan du Marseille en grand. Tant mieux, moi j'aime beaucoup Marseille et il fallait faire quelque chose, c'est sûr. Mais originaire du Nord et voyant les difficultés quand même qui existent dans la métropole du Nord, je me dis que certains élus du Nord doivent se dire ça serait peut-être pas mal non plus si on pouvait avoir un sacré coup de pouce comme on en a un. Alors je veux bien, il y a des spécificités à Marseille, c'est indispensable et il faut incontestablement faire les choses. Mais vous savez, pour un certain nombre de gestionnaires où le taux de pauvreté est largement aussi important qu'à Marseille, quand je pense à une ville comme Roubaix ou je sais pas d'autres encore, c'est quand même très très difficile. Donc on est toujours dans cette tension où on veut plus de décentralisation, plus de pouvoir pour pouvoir agir et mieux, efficacement, avec un État lointain, mais avec aussitôt, ce qui est à mon avis une contradiction, pas de hiérarchie à ce niveau-là. C'est-à-dire que les communes n'ont aucun droit, il n'y a pas de droit de regard du département ou de la région sur les communes. À mon sens, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Pujol? Est-ce que à Marseille, par exemple, on revendique une indépendance vis-à-vis de Paris? Est-ce qu'il y a un rapport comme cela ambivalent vis-à-vis de la capitale ou du pouvoir central? il y a une relation adolescent-parent entre Marseille et Paris. C'est-à-dire que laissez-nous tranquilles, mais donne-moi mon argent de poche quand même. Donc c'est vraiment ça. Puis ils s'aiment bien, mais ils se disputent tout le temps, quoi. Donc c'est vraiment Marseille, c'est à beau être la plus vieille ville de France, c'est une ville d'ado, quoi. Et Mhm. politiquement parlant, je dirais. Et Paris, c'est les parents qui ont tout compris, qui savent tout. C'est un peu une ville de vieux cons aussi. Donc c'est un peu cet affrement-là. Mais donc cette relation-là, elle a toujours existé. Marseille, ville rebelle, non, c'est plus le cas depuis très longtemps. C'est pas du tout une ville qui se rebelle, Marseille. Et les rares fois où c'est arrivé dans l'histoire, elle l'a payé. C'est une ville quand même qui a perdu son nom sous Louis XIV. Hein. Ça s'est appelé Marseille, ville sans nom. C'est une ville qui, à chaque fois qu'elle s'est rebellée, elle a pris des sanctions majeures. Et il n'y a pas de velléité d'indépendance. Par contre, il y a des velléités, je dirais, un peu d'autonomie. Et ça, c'est plutôt sain. Hein. Moi, je trouve que une petite autonomie des territoires, que ce soit le nord, le sud ou la Corse, pour moi, c'est nécessaire, une petite autonomie, et que l'État au milieu
puisse un petit peu gérer tout ça. Mais sur Marseille en particulier, le fait que l'État aide enfin Marseille, pour moi, c'est la moindre des choses. Et les sommes annoncées sont très très loin des sommes réelles, parce qu'on annonce 5 milliards, mais on oublie de dire que dans les 5 milliards, il y a énormément d'argent qui sont mis par les collectivités locales. Hein. Donc l'État met tout au plus 1,5 milliard, ce qui peut sembler beaucoup, mais la Grande Couronne en 2013 de Paris, ça a été 3 milliards, et puis ils ont encore mis des milliards derrière pour une ville qui n'en avait pas franchement besoin. Et ensuite, Marseille est aidée. Il faut se rappeler quand même que Marseille a été totalement utilisée par l'État central, bien avant Macron, pour a été exploité, je dirais. Je vais m'expliquer. C'est quand il y a eu la fin de l'industrie française, on va dire grosso modo, au début des années 70, avec le premier choc pétrolier, on a enlevé toute l'industrie marseillaise qui était très importante et on a créé Berre, Fosse, c'est-à-dire l'industrie pétrolière. Mais l'industrie pétrolière, ça crée quelques emplois, ça fait une illusion, comme ça détruit les paysages, ça donne l'impression qu'il y a une activité. La réalité, c'est qu'il y a eu très peu d'emplois, plus du tout pour les Marseillais, et que par contre l'État y gagnait beaucoup parce qu'il prélève des taxes du pétrole qui arrive, des taxes considérables, c'est-à-dire que Fosse est une manne d'argent phénoménale pour l'État depuis les années 70 et que l'État n'a jamais reversé un centime sur Marseille de tout ça. Donc si maintenant l'État donne 1 milliard, ce qui était déjà prévu sous Chirac et qui n'a jamais été fait, et si ça finit par se faire maintenant, c'est juste normal. Et puis c'est une ville qui a tellement été exploitée politiquement par rapport aux questions d'immigration, par rapport aux questions d'emploi et surtout d'insécurité. C'est juste normal qu'on donne un petit peu à Marseille maintenant, qui est quand même la deuxième ville de France et qui n'a pas bénéficié, ce qu'ont pu bénéficier d'autres villes plus Suffisamment bourgeoises. de moyens, selon vous, Philippe Pujol. Béatrice Gibelin. Oui, enfin, il n'y a pas eu que le pétrole. Il me semble qu'on avait aussi installé une sidérurgie sur eau, au détriment d'ailleurs du Grand Est, qui a vu partir sa sidérurgie pour que ça parte à ce moment-là sur Fosse. Et puis, dans la disparition d'un certain nombre d'industries marseillaises, c'est pas la volonté de l'État de les supprimer. C'était des industries qui appartenaient à des entreprises privées, qui ont d'abord parce qu'elles perdaient le marché qu'elles avaient, au fond, qui était un marché captif avec la colonisation, c'était devenu moins intéressant et on a replacé cet argent soit dans le BTP, soit dans du foncier, soit dans d'autres activités. Moi, c'est aussi arrivé, j'allais dire, dans le nord de la France, où effectivement un certain nombre de grands industriels ont fermé un certain nombre d'usines parce que les marchés avaient changé et puis ils sont allés investir dans la presse à Paris ou ailleurs. Je veux dire, l'État n'est pas forcément responsable systématiquement de tout. Et je voudrais revenir sur la question d'importance du logement et de la todification du logement et de propriétaires qui ont peu les moyens d'entretenir correctement leur logement. C'est extrêmement difficile à résoudre cette question-là parce que c'est des propriétaires privés. Donc, il faut racheter. Ça prend un temps fou. Moi, j'ai étudié ça sur la Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même, le temps qu'il faut pour résorber, même avec une volonté très forte de la municipalité, qui peut même être soutenue par le département, ce qui était le cas en Seine-Saint-Denis, c'est une question qui est très difficile. Il ne faut pas donner à penser que ce serait simple à régler. Un mot de conclusion, Philippe Pujol. Marseille éternellement, les deux faces de Marseille, Marseille la plus belle et Marseille la plus pauvre, ça va pas s'arrêter d'un coup. En tout cas, c'est plutôt bien qu'il y ait enfin des velléités de changement ici, jusqu'à quel point elles ne sont que politiques et pas que dans l'action, je ne le sais pas, j'arrive pas à le mesurer. Il y a de toute façon des affrontements politiques forts qui se jouent à Marseille. Et si le président Macron est aussi intéressé par cette ville, c'est vraiment pour des questions politiques et électorales, on va dire, et pas uniquement pour aider une ville parce qu'il aime bien l'OM. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Un mot de conclusion, Béatrice Gibelin.
Alors, c'est sans doute pas parce qu'il aime l'OM qu'il s'intéresse comme ça à Marseille. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Pujol. Réussir effectivement une expérience, parce que Marseille, c'est une expérience, y compris sur les écoles, qui a fait hurler beaucoup les syndicats, donner plus d'autonomie, comme le disait Philippe Pujol, mais ça n'empêchera pas jamais ces rivalités internes extrêmement importantes entre communes, métropoles et départements. Merci Béatrice Gibelin, merci à vous Philippe Pujol, 8h44 sur France Culture. On se retrouve dans quelques instants pour le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.